rime, ainsi que les fiefs et les duels, doit donc son origine à la barbarie de nos ancêtres. Les peuples dont descendent les nations modernes et qui envahirent l'Empire romain avaient déjà leurs poètes, quoique barbares, lorsqu'elles s'établirent dans les Gaules et dans d'autres provinces de l'Empire. Comme les langues dans lesquelles ces poètes sans études composées n'étaient point assez cultivées pour être maniées suivant les règles du maître, comme elles ne donnaient pas lieu à tenter de le faire, il s'était avisé qu'il y aurait de la grâce à terminer par le même son, deux parties du discours qui fussent consécutives ou relatives d'une étendue légale. Ce même son final, répété au bout d'un certain nombre de syllabes, faisait une espèce d'agrément, et il semblait marquer, ou il marquait si l'on veut, quelques cadences dans les vers. C'est apparemment ainsi que la rime s'est établie. Dans les contrées envahies par les barbares, il s'est formé un nouveau peuple composé du mélange de ces nouveaux venus et des anciens habitants. Les usages de la nation dominante ont prévalu en plusieurs choses, et principalement dans la langue commune, qui s'est formée de celle que parlaient les anciens habitants et de celle que parlaient les nouveaux venus. Par exemple, la langue qui se forma dans les Gaules, où les anciens habitants parlaient communément latin quand les Francs s'y vinrent établir, ne conserva que des mots dérivés du latin. La syntaxe de cette langue se forma entièrement différente de la syntaxe de la langue latine, ainsi que nous l'avons déjà dit déjà. En un mot, la langue naissante se vit asservie à rimer ses vers, et la rime passa même dans la langue latine, dont l'usage s'était conservé parmi un certain monde. Vers le 8e siècle, les vers léonins, qui sont des vers latins rimés comme nos vers français, furent en usage, et ils étaient encore quand on fit ceci. C'est sous cet aspect caractérisé par l'odeur de bonté que l'on représente le fondateur de cette église, le roi Dagobert. Les vers léonins disparurent avec la barbarie, au lever de cette lumière dont le crépuscule parut dans le XVe siècle. Que les mots de notre langue naturelle font plus d'impression sur nous que les mots d'une langue étrangère. Une preuve sans contestation de la supériorité des vers latins sur les vers français, c'est que les vers latins touchent plus et qu'ils affectent plus que les vers français ceux des Français qui savent la langue latine. Cependant, l'impression que les expressions d'une langue étrangère font sur nous est bien plus faible que l'impression que font sur nous les expressions de notre langue naturelle. Dès que les vers latins font plus d'impression sur nous que les vers français, il s'ensuit donc que les vers latins sont plus parfaits et plus capables de plaire que les vers français. Les vers latins n'ont pas naturellement le même pouvoir sur une oreille française qu'ils avaient sur une oreille latine. Ils n'ont pas le pouvoir que les vers français doivent avoir sur une oreille française. À l'exception d'un petit nombre de mots qui peuvent passer pour des mots imitatifs, nos mots n'ont d'autre liaison avec l'idée attachée à ces mots qu'une liaison arbitraire. Cette liaison est l'effet du caprice ou du hasard. Par exemple, on a pu attacher dans notre langue l'idée du cheval au mot soliveau et l'idée de la pièce de bois qu'il signifie au mot cheval. Or, ce n'est que durant les premières années de notre vie que la liaison entre un certain mot et une certaine idée se fait si bien que ce mot nous paraisse avoir une énergie naturelle, c'est-à-dire une propriété particulière pour signifier la chose dont il n'est cependant qu'un signe institué arbitrairement. Ainsi, quand nous avons appris dès l'enfance la signification du mot aimer, quand ce mot est le premier que nous ayons retenu pour exprimer la chose dont il est le signe, il nous paraît avoir une énergie naturelle, bien que la force que nous lui trouvons vienne uniquement de notre éducation et de ce qui s'était saisi, pour ainsi dire, de la première place de notre mémoire. Il arrive même que lorsque nous apprenons une langue étrangère après que nous sommes parvenus à un certain âge, nous ne rapportions point immédiatement à leur idée les mots de cette langue étrangère, mais bien aux mots de notre langue naturelle qui sont associés avec ces idées-là. Ainsi, un Français qui apprend l'anglais ne lit point immédiatement au mot anglais « God », l'idée de Dieu, mais bien au mot « Dieu ». Lorsqu'il entend ensuite prononcer « God », l'idée qui se réveille d'abord en lui est celle de la signification que ce mot a en français. L'idée de Dieu ne se réveille en lui qu'en second lieu. Il semble qu'il lui faille d'abord se traduire le premier mot à lui-même. Qu'on traite, si l'on veut, cette explication de subtilité, il sera toujours vrai de dire que dès que notre cerveau n'a pas été habitué dans l'enfance à nous représenter promptement certaines idées, aussitôt que certains sons viennent frapper nos oreilles, ces mots font sur nous une impression plus faible et plus lente que les mots auxquels nos organes sont en habitude d'obéir dès l'enfance.
L'opération que font les mots est dépendante du ressort mécanique de nos organes et par conséquent elle doit dépendre de la facilité comme de la promptitude de leur mouvement. Voilà pourquoi le même discours ébranle en des temps inégaux un homme d'un tempérament vif et un autre homme d'un tempérament lent, quoi qu'ils en viennent enfin à prendre le même intérêt à la chose dont il s'agit. L'expérience, qui est plus décisive dans les faits que tous les raisonnements, nous enseigne que la chose est ainsi. Un Français qui ne sait l'espagnol que comme une langue étrangère n'est pas affecté par le mot querer comme par le mot aimer, quoique ces mots signifient la même chose. Cependant, les vers latins plaisent plus, ils affectent plus que les vers français. On ne saurait récuser le témoignage des étrangers à qui l'usage de la langue française est beaucoup plus familier aujourd'hui que l'usage de la langue latine. Ils disent tous que les vers français leur font moins de plaisir que les vers latins, quoique la plupart ils aient appris le français avant d'apprendre le latin. Les Français même, qui savent assez bien le latin pour entendre facilement les poètes qui ont composé dans cette langue, sont de leur avis, en supposant que le poète français et le poète latin aient traité la même matière, qu'ils aient également réussi. Les Français dont je parle trouvent plus de plaisir à lire les vers latins. On sait le bon mot de Bourbon, qu'il croyait boire de l'eau quand il lisait des vers français. Enfin, les Français et les étrangers, je parle de ceux qui savent notre langue aussi bien que nous-mêmes, et qui ont été élevés à un Horace dans une main et un Despréaux dans l'autre, ne sauraient souffrir qu'on mette en comparaison les vers latins et les vers français considérés mécaniquement. Il faut donc qu'il se rencontre dans les vers latins une excellente qui ne soit pas dans les vers français. L'étranger, qui fait plutôt fortune dans une cour d'un homme qu'un homme du pays, est réputé avoir plus de mérite que celui qui a laissé derrière lui. Qui l'a laissé derrière lui. Que les peintres du temps de Raphaël n'avaient point d'avantage sur ceux d'aujourd'hui, les peintres de l'Antiquité. Nos poètes français sont donc à plaindre lorsqu'on veut leur faire essuyer la comparaison des poètes latins qui avaient tant de secours et tant de facilité pour faire mieux qu'il n'est possible de faire aux poètes français. Il pourrait dire ce que Quintilien répond pour les poètes latins aux critiques qui avaient voulu exiger des écrivains latins qu'ils touchassent autant que les écrivains grecs. Rendez donc notre langue aussi féconde en expression et aussi agréable dans la prononciation que la langue de ceux que vous prétendez que nous devions égaler pour mériter votre estime. On m'accordera pour notre expression le même agrément et une égale abondance. L'architecte qui ne saurait bâtir qu'avec de la brique ne peut pas élever un édifice qui plaise autant que s'il pouvait le bâtir avec de la pierre et avec du marbre. Nos peintres sont en cela bien plus heureux que nos poètes. Les peintres qui travaillent aujourd'hui emploient les mêmes couleurs et les mêmes instruments qu'ont employés les peintres dont on peut opposer les ouvrages à ceux qu'ils font tous les jours. Nos peintres, pour ainsi dire, composent dans la même langue que parlaient leurs prédécesseurs. En parlant des peintres prédécesseurs des nôtres, je n'entends point parler des peintres du temps d'Alexandre le Grand et de ceux du temps d'Auguste. Nous ne savons pas assez distinctement les détails de la mécanique de la peinture antique pour en faire un parallèle avec la mécanique de la peinture moderne. Par les peintres prédécesseurs des nôtres, j'entends parler seulement des peintres qui se sont produits depuis le renouvellement des lettres et des beaux-arts. Je ne sache point qu'il soit venu jusqu'à nous aucun tableau des peintres de l'ancienne Grèce. Ceux qui nous restent des peintres de l'ancienne Rome sont en si petite quantité et ils sont encore d'une espèce telle qu'il est bien difficile de juger sur l'inspection de ces tableaux de l'habileté des meilleurs ouvriers de ce temps-là, ni des couleurs qu'ils employaient. Nous ne pouvons savoir positivement s'ils en avaient que nous n'avons plus, mais il y a beaucoup d'apparences qu'ils n'avaient point les couleurs que nos ouvriers tirent de l'Amérique et de quelque autre pays avec lesquels l'Europe n'a un commerce réglé que depuis 2 siècles. Un grand nombre de morceaux de la peinture antique qui nous reste est exécuté en mosaïque, c'est-à-dire en peinture faite avec de petites pierres coloriées et des aiguilles de verre compassées et rapportées ensemble, de manière qu'elles imitent dans leur assemblage le trait et la couleur des objets qu'on a voulu représenter. On voit par exemple dans le palais que les Barberini ont fait bâtir dans la villa des Palestrines, à 25 000 de Rome, un grand morceau de mosaïque qui peut avoir 12 pieds de long, sur 10 pieds de hauteur, et qui sert de pavé à une espèce de grande niche, dont la voûte soutient les 2 rampes séparées par lesquelles on monte au premier palier du principal escalier de ce bâtiment.
Ce superbe morceau est une espèce de carte géographique de l'Égypte et, à ce qu'on prétend, le même pavé que Scylla avait fait placer dans le temple de la fortune Prénestine et dont Pline parle dans le 25e chapitre du 36e livre de son histoire. Il se voit gravé en petit dans le Latium de Kircher, mais en 1721, le cardinal Charles Barberini le fit graver en grandes feuilles, en 4 grandes feuilles. L'ouvrier ancien s'est servi pour embellir sa carte de plusieurs espèces de vignettes, telles que les géographes en mettent pour remplir les places vides de leurs cartes. Ces vignettes représentent des hommes, des animaux, des bâtiments, des chasses, des cérémonies et plusieurs points de l'histoire morale et naturelle de l'Égypte ancienne. Le nom des choses qui y sont dépeintes est écrit au-dessus en caractères grecs, à peu près comme le nom des provinces est écrit dans une carte générale du royaume de France. Le Poussin s'est servi de quelques-unes de ses compositions pour embellir plusieurs de ses tableaux, entre autres celui qui représente l'arrivée de la Sainte Famille en Égypte. Ce grand peintre vivait encore quand cette superbe mosaïque fut déterrée des ruines d'un temple de Sérapis qui devait être, pour parler à notre manière, une chapelle du temple célèbre de la fortune Prénestine. Tout le monde sait que l'ancien Prénesté est la même ville que Palestrine. Par bonheur, elle en fut tirée très entière et très bien conservée, mais malheureusement pour les curieux, elle ne sortit de son tombeau que 5 ans après que M. Suarez, évêque de Vaison, eut fait imprimer son livre Praeneste Antica, livre 2. La carte dont je parle était alors ensevelie dans les caves de l'évêché de Palestrine, où elle était comme invisible. On en apercevait seulement quelque chose à force d'en laver les endroits qui étaient déjà découverts, et l'on ne les voyait encore qu'à la clarté des flambeaux. Ainsi, Suarez n'a pu nous donner dans son ouvrage que la description de quelques morceaux que le cavalier del Pozzo avait fait dessiner sur les lieux. On voit encore à Rome et dans plusieurs endroits de l'Italie des fragments de mosaïques antiques dont la plupart ont été gravés par Pietro Santi Bartoli, qui les a insérés dans ces différents recueils. Mais pour plusieurs raisons, on jugerait mal du pinceau des anciens si l'on voulait en juger sur ces mosaïques. Les curieux savent bien qu'on ne rendrait pas au Titien la justice qui lui est due si l'on voulait juger de son mérite par celle des mosaïques de l'église de Saint-Marc de Venise, qui furent faites sur les dessins de ce maître de la couleur. Il est impossible d'imiter avec les pierres et les morceaux de verre dont les anciens se sont servis pour peindre en mosaïque toutes les beautés et tous les agréments que le pinceau d'un habile homme met dans un tableau, où il est maître de voiler les couleurs et de faire sur chaque point physique tout ce qu'il imagine, tant par rapport aux traits que par rapport aux teintes. En effet, les mosaïques sur lesquelles on se récrie davantage, celles qu'on prend d'une certaine distance pour des tableaux faits au pinceau, sont des mosaïques copiées d'après de simples portraits. Tel est le portrait du pape Paul V qu'on voit à Rome, au Palais Borghese. Il ne reste dans Rome même qu'un petit nombre de peintures antiques, faites au pinceau. Voici celle que je me souviens d'y avoir vue. En premier lieu, la noce de la vigne Aldobrandine et les figurines de la pyramide de Cestius. Il n'y a point de curieux qui, du moins, n'en ait vu des estampes. En second lieu, les peintures qui sont au palais Barberin, dans Rome, et qui furent trouvées dans des grottes souterraines lorsqu'on jeta les fondements de ce palais. Ces peintures sont le paysage où le nymphée dont Luca Olstenius a publié l'estampe avec une explication qu'il avait faite de ce tableau. La Vénus restaurée par Carlo Barati est une figure de Rome qui tient une victoire. Les connaisseurs qui ne savent pas l'histoire de ces deux fresques prennent l'une pour être de Raphaël et l'autre pour être du Corrège. On voit encore au Palais Farnèse un morceau de peinture antique trouvé dans la vigne de l'empereur Adrien à Tivoli et un reste de plafond dans le jardin d'un particulier auprès de Saint-Grégoire. On a trouvé depuis la première édition de cet ouvrage plusieurs autres peintures antiques dans la vigne Farnèse et sur le mont Palatin, dans l'endroit qu'occupait autrefois le palais des empereurs. Ces peintures ornaient le plafond d'une salle de bain, mais ni monsieur le duc de Parme, à qui elles ont appartenu, ni le roi des deux Siciles, qui les a fait transporter depuis à Naples, ne les ont point encore fait graver. Monsieur le docteur Mide, si connu dans toute l'Europe, par ses talents et par son amour pour l'art, a enrichi son cabinet d'un morceau de peinture antique qui s'est pareillement trouvé dans les ruines du palais des empereurs
et il a fait graver ce précieux fragment. Il représente à ce qu'on a sujet de croire l'empereur Auguste ayant à côté de lui Agrippa, Mécène et quelque autre personne, et donnant une couronne à une figure qui ne paraît plus. Monsieur le marquis Carponi, qui joint à beaucoup d'érudition un goût singulier pour tout ce qui est du ressort de l'Antiquité, a fait encore graver un morceau singulier de peinture antique de son cabinet. C'est le portrait d'un architecte auprès de qui l'on voit les instruments de son art. Cette peinture a été découverte dans un tombeau. On voyait il y a quelque temps plusieurs autres morceaux de peinture antique dans les bâtiments qui sont compris vulgairement sous le nom des ruines des thermes de Titus. Mais les uns ont péri, comme le tableau qui représentait Coriolan, que sa mère persuadait de ne point venir attaquer Rome, et dont le dessin fait par Hannibal Carache et qui a été gravé est aujourd'hui entre les mains de M. Crozat, qu'il a eu du chanoine Vittoria. Les autres ont été enlevés. C'est de là que le cardinal Massimi avait tiré les 4 morceaux qui passent pour représenter l'histoire d'Adonis et 2 autres fragments. Ces savantes reliques sont passées à sa mort entre les mains du marquis Massimi, et l'on en voit les estampes dans le livre de Monsieur de la Chausse, intitulé Les pitture antiche delle grotte di Roma. Cet auteur a donné dans ce livre plusieurs dessins de peinture antique qui n'avaient pas encore été rendus publics, et entre autres le dessin du plafond d'une chambre qui fut déterré auprès de Saint-Étienne-le-Rond en 1705, c'est-à-dire une année avant l'édition de son ouvrage. La figure de femme peinte sur un morceau de stuc qui était chez le chanoine Vittoria est présentement à Paris, chez M. Crozat, le jeune. Quant à ce qui reste dans les termes de Titus, il y a plus que des peintures à demi effacées. Le père de Montfaucon et François Bartoli nous ont donné l'estampe du morceau le plus entier qui s'y voit et qui représente un paysage.